Le projet GESDA ou gestion des déchets solides d'Antananarive a été mis en place afin de réduire la quantité de déchets, de renforcer le recyclage des déchets et d'éliminer les dépotoirs sauvages dans un objectif de protection de l'environnement et de préservation de la santé de la population. Pour la première phase du projet GESTA mené au niveau du Fukuntani Impeflu, 2000 familles réparties sur une superficie de 7 hectares ont été concernées. Le Fukuntani Imbuchakil a été retenu comme deuxième site d'intervention. Dans cette seconde phase, la superficie d'intervention sera étendue jusqu'à 66 hectares afin d'accélérer la réalisation de la vision Madagascar propre 2030. Il est à noter que la ville d'Antananarive, qui compte environ 3 millions d'habitants, produit près de 1500 tonnes de déchets par jour, selon les statistiques. Le volume de déchets collectés par la SMA a atteint environ 503 494 mètres cubes en 2024, contre 285 788 mètres cubes en 2023. Cette jeune femme Panazave, issue de plusieurs pays du monde, Ouganda, Trinidad et Tobago, Argentine, Bénin, Libéria, Rwanda, le Brésil, pays hôte et Madagascar, représente l'Association mondiale des guides et éclaireuses ou AMGE lors de la 30e conférence des parties COP30 qui se tient à Belém, au Brésil, du 11 au 21 novembre. Pour Madagascar, c'est Fnart Andjamiam, connu sous le nom de Sarin Zoumizar, issu du mouvement Panazave, qui porte la voix des guides et des jeunes femmes malgaches à Belém. Elle affirme que son objectif à la COP30 est de porter haut la voix des femmes et des jeunes filles pour promouvoir une éducation capable de faire face au changement climatique à Madagascar. Je souhaite que les enfants et les femmes puissent mieux résister aux effets du changement climatique grâce à une éducation adaptée, a-t-elle souligné. Lors des sessions tenues dans les salles de prise de décision, ces jeunes formés dans le mouvement du scoutisme ont lancé un appel fort pour que les droits des jeunes femmes et le rôle des femmes soient pleinement pris en compte dans l'élaboration des politiques climatiques. Selon le dernier rapport international publié par ONU Femmes, 70% des personnes touchées par les catastrophes naturelles liées au climat sont des femmes et des filles, en particulier dans les pays en développement. En Afrique, y compris à Madagascar, plus de 80% des jeunes femmes dépendent d'activités liées à l'environnement, eau, agriculture, terre, ce qui les rend particulièrement vulnérables face aux sécheresses et aux inondations. Ces chiffres poussent ces jeunes filles à renforcer leur plaidoyer durant la COP30. Elles ont également mené des actions de sensibilisation et des ateliers sur l'aménagement du territoire et la gestion des ressources en eau. Elles ont par ailleurs créé le réseau Girl Lead Climate Action, destiné à connecter les jeunes filles et jeunes femmes du monde entier engagées dans la protection de l'environnement. Depuis de nombreuses années, les agriculteurs de la commune de Tiafadzavn, dans le district d'Amatulin, puis région Vakna-Karach, rencontrent des difficultés pour acheminer l'eau jusqu'à leurs rizières. La cause, la dégradation du barrage qui assurait l'irrigation des parcelles. Beaucoup de rizières ne recevaient plus d'eau ou étaient envahies par le sable pendant la saison des pluies. Résultat, les paysans n'obtenaient à peine que 20% de leur production de riz chaque année. Ce problème est désormais résolu grâce à la construction du nouveau barrage d'Akenyenti, avec le barrage de Fenu-Manantsu, opérationnel depuis 2022 et qui irrigue déjà 150 hectares de rizières. Ce sont désormais 350 hectares qui bénéficient d'une irrigation efficace, permettant d'améliorer la production locale. Cela va augmenter le rendement et améliorer le revenu des agriculteurs. Cette infrastructure, inaugurée le 7 novembre dernier, est le fruit de l'engagement d'une entreprise de la région au sein de la communauté. Presque partout sur la grande île, les auto-écoles rencontrent des difficultés pour obtenir les permis biométriques selon leurs responsables. Les élèves ne reçoivent plus qu'une capacité provisoire, une autorisation temporaire de conduire, après leur formation et non plus le permis de conduire en raison de ce problème lié à la délivrance des permis biométriques.
En plus du temps perdu à attendre la délivrance du permis, cette situation a également un impact sur le domaine professionnel. De nombreux jeunes ne peuvent pas postuler à des emplois liés à la conduite alors que le permis est une condition obligatoire pour accéder à ces postes. Ces difficultés entraînent une baisse de motivation des élèves à s'inscrire dans les auto-écoles, ce qui cause des pertes pour les responsables de ces établissements. C'est pourquoi les gérants d'auto-écoles demandent le retour à l'ancien système, c'est-à-dire le permis en papier, si aucune solution rapide n'est trouvée pour accélérer l'obtention du permis biométrique. En outre, en plus des frais de formation à la conduite, les candidats doivent encore payer entre 15 000 et 20 000 arrières pour obtenir une catégorie de permis de conduire. Une attaque à main armée s'est produite à Mbumangui d'Apitatafk dans la nuit de dimanche à lundi. Ce sont les riverains qui ont alerté les forces de l'ordre. Les éléments de la gendarmerie étaient en patrouille à ce moment-là et se sont immédiatement rendus sur place. Un des bandits a été appréhendé en flagrant délit. Après enquête et interrogatoire, ses complices ont également été arrêtés. Des armes, de nombreux téléphones portables, des gris-gris ainsi que d'autres outils utilisés pour leurs actes criminels ont été saisis. Selon les explications, il s'agit des mêmes bandits auteurs d'attaques armées dans les zones d'Itos et de Fénorive. Les attaques commises par cette bande étaient soigneusement préparées, selon les forces de l'ordre. Les enregistrements audio retrouvés dans leur téléphone montrent qu'ils prévoyaient d'attaquer à Itos, puis à Andakan dimanche prochain. On a aussi retrouvé dans leur téléphone des photos des bandits avant et après leurs attaques. Tous les objets volés lors de l'attaque à Mbumangui ont été restitués à leurs propriétaires, à l'exception de l'argent liquide encore recherché. Les enquêtes et les recherches des complices impliqués dans cette attaque d'Mbumangui se poursuivent. Les acteurs du secteur de l'éducation organiseront une conférence nationale dédiée à l'amélioration de l'environnement éducatif le 26 novembre prochain sous la direction de la CONAMEP, ou Coalition nationale malagasy pour l'éducation pour tous. Une séance préparatoire a déjà eu lieu le mercredi 12 novembre entre le CONAMEP et les intervenants du secteur afin de préparer cette conférence nationale. Y ont participé les organisations de la société civile, les syndicats ainsi que diverses associations. L'objectif de cette rencontre était d'identifier les points nécessitant des améliorations dans le domaine de l'éducation afin de résoudre les problématiques auxquelles le secteur fait face et surtout de présenter des solutions issues de l'ensemble des participants. Il a été évoqué lors de cette rencontre l'amélioration de la qualité de l'éducation, la valorisation du métier d'enseignant, la stabilité des politiques éducatives et l'harmonisation entre le marché du travail et la formation. Viva Football vétéran plus de 40 fifananana taranja baolina kitra lalaovin'olona fito misokatra ho an'ny ekipa rehetra tsy akanavaka manana mpilalao mihoatra ny 40 taona atao ny 13 sy ny 30 novambra ho avy izao eny amin'ny kianja Spantana bypass Alasora tongava raha misoratra anarana dieny izao ety amin'ny Viva Arena Ivandry hatramin'ny alakamisy 20 novambra. Viva Football, destiné aux personnes de plus de 40 ans, est une compétition organisée par la chaîne Viva. Il se tiendra du 23 au 30 novembre prochain. Le tournoi est ouvert à toute personne remplissant les conditions d'âge. Les équipes peuvent représenter une entreprise, une église ou un quartier, entre autres. Depuis toujours, Viva organise des compétitions sportives pour satisfaire les passionnés, notamment les amateurs de football, dans différentes catégories d'âge. Cette édition Viva Football vétéran en fait partie. Ce jeudi 20 novembre marque la date limite des inscriptions pour les équipes souhaitant participer à ce Viva Football plus 40 ans. Les inscriptions se font au Viva Arena. Pour la suite, une conférence de presse ainsi qu'une séance d'orientation destinée aux équipes participantes aura lieu vendredi avant le début des matchs de poule programmés pour le dimanche 23 novembre au stade Spantana Bypass. Après l'appel de Pékin,
La réaction des principales compagnies aériennes chinoises ne s'est pas fait attendre. Elles proposent à leur clientèle le remboursement intégral des vols direction l'archipel nippon jusqu'à la fin de l'année. Derrière le symbole, un levier économique puissant. Le tourisme japonais dépend très fortement de la Chine. Cette année, rien qu'entre janvier et septembre, 7,5 millions de touristes chinois ont visité l'archipel. Cette annonce est le dernier épisode d'une montée de tension entre les deux voisins. Tout juste 2 semaines après la première rencontre entre Xi Jinping et Sanae Takaichi, la première ministre japonaise a lâché l'équivalent diplomatique d'une bombe. La situation dite d'urgence à Taïwan est devenue si grave que nous devons envisager le pire scénario possible. Si des navires de guerre sont déployés et que la force est utilisée, cela pourrait constituer une menace pour notre survie. Une référence à peine voilée à une possible intervention militaire japonaise face à la Chine, soit une ligne rouge absolue pour Pékin. Le sud de l'archipel japonais se trouve à seulement une centaine de kilomètres de Taïwan, dont Pékin revendique la souveraineté et menace d'utiliser la force pour placer l'île sous son contrôle. Alors le Parti communiste hausse le ton. Si le Japon ose intervenir militairement dans le détroit de Taïwan, cela constituera une agression et la Chine réagira fermement. Nous avertissons sévèrement le Japon qu'il doit bien réfléchir à ses crimes historiques, cesser immédiatement de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine, de tenir des propos provocateurs qui dépassent les limites et s'abstenir de jouer avec le feu sur la question de Taïwan. Car ceux qui jouent avec le feu finissent par se brûler. Pékin voit d'un très mauvais œil la proximité stratégique entre Tokyo et Washington que Takaichi veut renforcer, tout en ménageant ses liens économiques avec son voisin chinois. Devant des experts en droit international, le président vénézuélien Nicolás Maduro, visiblement sous le choc, s'adresse au peuple américain pour mettre fin à ce qu'il appelle une guerre dans les Caraïbes. C'est au peuple américain que je m'adresse en cet instant devant ces 100 juristes de 34 pays pour leur dire « Arrêtez la main folle de ceux qui ordonnent les bombardements, les meurtres et la guerre en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Arrêtez la guerre. Non à la guerre. » Non à la guerre. La Maison-Blanche accuse Maduro d'être à la tête d'une opération de trafic de drogue et de menacer la sécurité des États-Unis. Dans les Caraïbes, les tensions atteignent des niveaux inédits. Washington a renforcé massivement sa présence militaire dans la région avec le déploiement du porte-avions Gerald Ford, le plus grand du monde, et en menant des exercices à balles réelles sur d'autres navires. Dimanche dernier, l'armée américaine a frappé ce bateau qu'elle désigne comme impliqué dans un trafic de drogue. Le 10 novembre, sous la direction du secrétaire à la guerre Pete Hegseth, la force opérationnelle interarmée Lance du Sud a mené une frappe létale contre un navire exploité par une organisation désignée comme terroriste. Les services de renseignement ont confirmé que le navire était impliqué dans un trafic illicite de stupéfiants, qu'il transitait par une route connue pour le trafic de drogue et qu'il transportait des stupéfiants. Le président vénézuélien considère ces opérations comme des tentatives de le renverser. Donald Trump reste vague, mais laisse planer la menace d'une opération contre Caracas. Je dirais que j'ai pris ma décision. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais c'est presque fait. 3 réunions ont eu lieu la semaine dernière à la Maison-Blanche pour discuter d'une éventuelle intervention au Venezuela. En réaction, Caracas mène ses propres exercices militaires dans la zone. Pour Paris, elle était l'une des conditions pour la reprise d'un dialogue serein avec Alger. L'annonce du retour de Boualem Sansal en France ce week-end marque un apaisement, mais aussi un changement de méthode. Terminé le bras de fer sur l'immigration engagé par l'ex-ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Son successeur veut relancer la coopération sécuritaire et en matière d'immigration. On n'était quand même jamais tombé aussi bas. Mais pour l'ambassadeur de France en Algérie, cela pourrait prendre du temps, tant la crise est profonde. Nous étions dans une situation en réalité de quasi-rupture, où tous les canaux de dialogue avec Alger ont été effectivement mis en sommeil. Mais le dossier des OQTF reste brûlant. La France demande toujours à l'Algérie d'admettre ses ressortissants expulsés de l'Hexagone. Cette crise diplomatique a aussi eu des conséquences économiques. Les exportations de France vers l'Algérie ont chuté de 20% depuis le début de l'année.
Une rencontre entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune est-elle envisagée? Le sommet du G20 la semaine prochaine à Johannesburg serait une opportunité pour les deux dirigeants qui seront présents.